la probabilité, elle mesure l'événement aléatoire. Alors, si les événements sont équiprobables, c'est-à-dire qu'ils ont la même chance de se réaliser, la même probabilité, si l'ensemble des événements élémentaires est un ensemble fini à n éléments, chaque élément a une probabilité 1 sur n de se réaliser. La probabilité de A, c'est le nombre d'éléments de A, c'est-à-dire le nombre de cas favorables à l'événement A, sur le nombre total, le nombre de cas possibles. Donc on avait donné cet exemple-là pour le G du D. Bon, pour le cas de la probabilité que pile se réalise, si la pièce est parfaite, c'est 1,5, 1,5. Pour le jeu d'un dé, donc chaque point a la même probabilité 1/6 de se réaliser, si le dé est parfait, s'il n'est pas truqué. La probabilité d'avoir un nombre pair, il y a 3 cas possibles, 3 cas favorables, c'est-à-dire 2, 4, 6, donc 3 cas, sur le nombre de cas possibles, 6, 1,5 donc. Donc vous avez dû voir en TD donc quelques... oui, donc je rappelle, dans la pratique courante et même dans les exercices ou à l'examen, il y a 2 possibilités de types de problèmes. Donc soit c'est à l'aide de cette méthode, c'est-à-dire qu'il faut dénombrer c'est-à-dire si vous avez un événement, il faut calculer le nombre d'événements élémentaires qui réalisent cet événement-là, divisé par le nombre de cas possibles, le nombre total d'événements élémentaires, comme dans l'exemple du dé. Sinon, il y a une autre façon, donc il y a certains exercices où c'est basé sur les statistiques. Donc je suppose que vous avez fait des TD à ce sujet. Ça se passe bien en TD? Oui. Hein? Très bien. Monsieur. Très bien, très bien. Donc voilà. Parce que là, on n'a pas le temps de tout détailler. Je vous ai envoyé le détail du cours. C'est-à-dire cette présentation. Je vous l'ai envoyé ou pas? Monsieur, ما في عنوان بالضبط. Est-ce que je vous ai envoyé cette présentation-là? Normalement, non. 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 Bon, je vais vous l'envoyer tout de suite, juste à la fin du cours. Mais bon, de toute façon, vous l'avez sur le campus virtuel. Le campus virtuel, donc voilà, c'est ça. Voilà, donc voici le lien où vous accédez directement sur le site usthp.dz et vous trouverez le lien là-bas. Donc c'est comment ils appellent ça, campus virtuel, Moodle, la plateforme Moodle. Donc vous y accédez avec votre identifiant usthp.dz et votre mot de passe. Donc il y a tout ce qu'il faut là-bas. Il y a les cours, il y a les TD, il y a même les examens précédents avec les corrigés, etc. Donc, je passe sur tout ça. On va maintenant aborder la notion de probabilité conditionnelle. C'est-à-dire, comme je l'ai raconté déjà,
le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de probabilité? C'est parce que on manque de connaissances. C'est-à-dire, lorsque je lance une pièce de monnaie, a priori, je suis incapable de savoir si ça sera pile ou face. Une fois que j'ai lancé la pièce, je regarde ces piles. Ça, on appelle ça la réalisation. C'est a posteriori, après l'expérience. Maintenant, si j'installais beaucoup de capteurs pour calculer la force avec laquelle je lance la pièce, la résistance de l'air et d'autres paramètres, peut-être que, si vous voulez, on aura plus de connaissances sur cet événement aléatoire et donc la probabilité va changer. Donc on aura une meilleure estimation de la probabilité. C'est comme l'histoire de est-ce qu'il fera beau demain ou pas. Donc si vous n'avez pas accès à la télévision ou à la radio, on ne sait pas. Ça sera peut-être un demi. Mais si vous avez accès à la télé, donc il y a la rubrique météo, donc qui recueille les informations données par l'Office national de météorologie, qui se trouve à Dar el-Bayda. Ils ont un gros calculateur qui calcule la vitesse avec laquelle les nuages se déplacent, etc., et beaucoup d'autres paramètres. Et donc, il donne le temps qu'il va faire demain avec une plus grande précision, une très haute précision d'ailleurs, parce que c'est un gros calculateur. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour l'événement, est-ce qu'il fera beau ou pas demain. Donc, la probabilité conditionnelle, donc on va définir ce que c'est. Donc, ça a un lien avec ce qu'on appelle la causalité, c'est-à-dire est-ce qu'un événement est la cause d'un autre, et quand est-ce que des événements sont indépendants. Donc, définir précisément l'indépendance, bon, il y a toute une philosophie derrière. Donc, il y a différentes manières de le faire. Bon, nous, on va le faire d'une certaine manière qu'on va détailler ici. Parce qu'il y a d'autres théories. Par exemple, si on prend l'intelligence artificielle, bon, il n'y a pas que les probabilités. Il y a d'autres théories qui... Bon, la théorie des probabilités, bon, pour moi, c'est la plus, on dira, logique. Pourquoi? Parce qu'il y a les statistiques derrière. C'est-à-dire que pour calculer la probabilité d'un événement, on fait un sondage et on obtient des échantillons, et à partir d'échantillons, on peut calculer estimer plutôt, pas calculer, mais estimer la probabilité avec une certaine probabilité d'erreur. Un des exercices de la série TD est justement consacré à ça. Ensuite, il y a les modèles, c'est-à-dire que les modèles de boules, par exemple, donc c'est différents cas possibles de dénombrement. Et alors, en intelligence artificielle, il y a beaucoup d'autres théories, théorie des possibilités. Il y a les, comment dire, les ensembles flous, etc. Donc, la probabilité... Oui. كاين دي étudiants يستناوك باش تاكسبتيهم. Ah, d'accord. Donc, il faut que je revienne. D'accord. Parce que quand je partage l'écran, je ne vois pas. Donc, il faudra que je revienne de temps en temps. Donc, probabilité conditionnelle, donc c'est réévaluer la probabilité d'un événement lorsqu'on a une information supplémentaire. C'est-à-dire, alors par définition,
la probabilité de A sachant l'événement B, c'est-à-dire probabilité que A se réalise, sachant que B s'est réalisé. Bon, je vais voir s'il y a d'autres étudiants. Oui, il y a des étudiants qui attendent. Tout accepté. Donc la probabilité que l'événement A se réalise, sachant que B s'est réalisé, c'est simplement la probabilité que A et B se réalisent simultanément, la probabilité de A inter B, A et B, divisée par la probabilité de B. Bien sûr, il faut ajouter la condition naturelle que B n'est pas l'événement impossible. Ici, P de B est différente de 0. Hein. C'est-à-dire il faut que B ne soit pas l'événement vide. Donc, P de B doit être différent de 0 parce que déjà cette division n'est pas possible si P de B égale 0, si B est l'événement vide. Voilà, je l'ai écrit ici pour P de B égale 0, P de A sachant B n'est pas défini. Si B c'est l'événement certain, donc oméga c'est l'événement certain, alors P de A sachant oméga c'est P de A, naturellement. C'est-à-dire que si l'événement certain, c'est l'événement qui se réalise tout le temps, il n'apporte aucune information à la réalisation de A. L'indépendance, donc il y a toute une philosophie derrière la définition de l'indépendance, donc nous, on comprendra A et B sont indépendants si P de A sachant B égale P de A, c'est-à-dire que le fait que l'événement B se réalise n'apporte aucune information sur la réalisation de A. Ou bien si P de B sachant A égale P de B. L'événement A, la réalisation de A n'apporte aucune information sur la réalisation de B. On peut écrire ça autrement. P de A et B, c'est le produit des probabilités. Alors voilà un exemple. Bon, je vais voir s'il y a des gens qui sont là. Non, il n'y a pas. Donc, c'est toujours plus facile de comprendre les choses avec le modèle des boules. Donc, on suppose qu'on a une urne qui contient 4 boules blanches, 6 noires, donc en tout 10. On tire 2 boules successivement sans remise. Première question, si la première est blanche, quelle est la probabilité pour que la seconde soit blanche? Et la probabilité pour que les deux soient blanches. Alors A, on va noter l'événement, la première boule tirée est blanche. B, la deuxième boule tirée est blanche. Alors P que la deuxième soit blanche, sachant que la première est blanche, c'est 3/9. Parce que si la première boule tirée est blanche, donc il reste 9 boules dans l'urne, donc il reste 9 boules dans l'urne et dans 3 blanches, hein, puisque la première, on l'a tirée. Donc, 3 sur 9. P de A sachant B, P de A et B, c'est P de A. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème multiplication des probabilités. Donc P de A et B, c'est P de A, donc probabilité que la première soit blanche, donc c'est 4/10, multiplié par la probabilité que la deuxième soit blanche, sachant que la première est blanche. On l'a calculé tout à l'heure, c'est 3/9. Donc en général,
Personne n'attend, d'accord? Alors, la probabilité de l'intersection que A1 et A2 et AN se réalisent, donc ici, c'est pour simplifier l'écriture, normalement, ça aurait été P de A1, inter A2, inter AN, etc. Donc, la probabilité de l'intersection, c'est la probabilité de A1 par probabilité de A2 sachant A1, multiplié par probabilité de A3 sachant A1 et A2, etc. Probabilité de AN sachant que tous les autres se sont réalisés. Et si les événements sont mutuellement indépendants, on aura la probabilité d'intersection, c'est simplement le produit des probabilités. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'indépendance mutuelle. Pour toute permutation des entiers 1, 2 jusqu'à n, les événements AI1, AI2, AIK sont indépendants. C'est ça ce que signifie l'indépendance mutuelle. Alors, on a d'autres propriétés des probabilités conditionnelles. Alors, la première, c'est celle-ci. On peut essayer de comprendre. P de A sachant A, c'est 1. C'est-à-dire, si on sait que A s'est réalisé, donc la probabilité que A se réalise, elle est certaine. Même chose, P d'événement impossible sachant A, c'est 0. C'est-à-dire que si l'événement est impossible, quelle que soit notre connaissance, c'est 0. Même chose, la probabilité de l'événement certain sachant A, c'est 1. C'est-à-dire que le fait que A se réalise n'apporte aucune information sur la probabilité que l'événement certain se réalise, puisqu'il est certain. Si A inclut dans B, alors la probabilité que B sachant A, c'est 1 également. Puisque si A inclut dans B, ça veut dire que si A se réalise, alors on est certain que B se réalise aussi. Donc, le fait que A se réalise n'apporte aucune information sur la réalisation de B. Ça sera l'événement certain. P de A, si A est inclus dans B, donc si l'événement A implique l'événement B, P de A sachant C est inférieur à P de B sachant C. Puisqu'on a vu que si A inclus dans B, P de A est inférieur à P de B. Et bon, d'autres propriétés que, pour ceux que ça peut intéresser, on n'aura peut-être pas les... sauf peut-être en termes d'exercice. Donc, pour ceux que ça intéresse, essayez de démontrer ces propriétés-là. Oui, si P de A sachant A, plus P de B bar, donc c'est le complémentaire de B, sachant A, c'est 1. Mais en général, P de B sachant A plus P de B sachant A bar est en général différent de 1. Alors, une formule importante, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Alors, on suppose qu'on cherche à calculer un événement A. Je cherche à calculer la probabilité de A. Mais on ne sait pas la calculer directement. On ne sait pas. En revanche, on sait calculer la probabilité de A sachant certains événements qu'on va appeler hypothèses. Donc, considérant ces hypothèses-là, H1, H2, Hn,
c'est des événements aléatoires, mais qui ne sont pas n'importe comment. Ils forment ce qu'on appelle un système exhaustif d'événements, ou un système complet d'événements. C'est-à-dire qu'ils sont incompatibles de A2, HI inter HJ égale l'événement impossible, quel que soit IJ, I différent de J, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Hein, HI inter HJ, ou bien HI et HJ, c'est l'événement qui se réalise si les deux se réalisent simultanément. Donc, deux événements ne peuvent pas se réaliser en même temps. Et leur réunion, la réunion des événements constituant les hypothèses, c'est l'événement certain. C'est-à-dire que, en quelque sorte, il n'y a qu'un seul de ces événements qui se réalise. Un seul, pas deux. Donc, c'est ce qu'on appelle un système complet d'événements. Alors, on ne sait pas calculer P de A, mais on sait calculer la probabilité de A, sachant l'hypothèse HI, quel que soit I. Alors, la probabilité de A, ça sera simplement la probabilité de la somme de I égale 1 à N par rapport à toutes les hypothèses, probabilité pour que l'hypothèse HI se réalise, multipliée par la probabilité de A, sachant HI. Alors, on va voir un exemple. Bon, une autre façon d'écrire cette formule, c'est celle-ci. P de A, c'est la somme de I égale 1 à N, P de A inter HI. Ça, on peut le voir en regardant la définition de la probabilité conditionnelle. Donc, P de A sachant HI, c'est P de A inter HI divisé par P de HI. Et on simplifie par P de HI. Et donc, on a cette formule. Voilà, bon, ça c'est l'explication de ce que je vous ai raconté. On a un événement A difficile à calculer directement. On sait calculer les probabilités de A sachant les différentes hypothèses. Alors, P de A est donné par la formule ci-dessus. Alors, voici un petit exemple inspiré du contrôle qualité. Donc, on suppose qu'on a une usine qui contient 3 machines, M1, M2, M3. Chaque machine, la machine M1 assure 25% de la production d'un certain produit, la deuxième 35% et la troisième 40%. Les statistiques du contrôle qualité montrent que des proportions de défectueux pour chaque machine sont respectivement 5% pour la première, 4% pour la deuxième et 2% pour la troisième. Alors, on tire au hasard un article produit par l'une de ces machines, on ne sait pas laquelle. Quelle est la probabilité pour qu'il soit défectueux? Alors, on va donc la modélisation, c'est la suivante. Donc, on va noter HI, l'événement selon lequel l'article a été fabriqué par la machine numéro I, 1, 2, 3, et A, l'article choisi est défectueux. Oui, j'ai entendu un bruit. Il y en a qui arrivent. Ah oui, il y a quelqu'un qui est arrivé. Je l'accepte. Monsieur, ما يستعود l'exemple. Comment? يستعود l'exemple là, Okay. Donc, on a une usine. D'accord, il y a 3 machines. Chaque machine, il y a quelqu'un qui arrive encore. Bon, ici, c'est comme en présentiel, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait que, en présentiel, il y en a qui arrivent en retard.
Bon, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais quand il arrive en retard, il faut qu'il ne fasse pas de bruit. Il ne dérange pas le... Hein. Donc ici, c'est la même chose. Donc ici, on est presque à la fin du cours. Et... Donc, je reprends l'exemple. Une usine contient 3 machines. Chaque machine assure, voici la proportion de production que chaque machine assure. 25% pour la première, 35% pour la deuxième, 40% pour la troisième. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Si l'usine produit 100 articles, 25 ont été fabriqués par la machine 1, 35 ont été fabriqués par la machine 2 et 40 par la machine 3. Donc, c'est des proportions. Pour les statistiques ont montré que la machine, 5% des articles produits par la machine 1 sont défectueux, 4% pour la machine 2 et 2% pour la machine 3. Et ça veut dire que si 100 articles ont été fabriqués, donc si 100 articles ont été fabriqués par la machine, par l'usine, non, sur 100 articles défectueux de toute l'usine, 5 ont été produits par la machine 1, 4 par la machine 2 et 2 par la machine 3. D'accord? Oui. Alors ici donc on prend que HI, c'est l'hypothèse, l'article a été fabriqué par la machine I, et A, l'article choisi est défectueux, hein, pour répondre à la question. C'est-à-dire, quelle est la probabilité pour qu'un article choisi au hasard soit défectueux? Il est tiré au hasard, donc on ne sait pas s'il a été fabriqué par la machine 1, 2 ou 3. Mais avec la formule, donc P de A, la probabilité pour qu'il soit défectueux, on ne sait pas. On ne sait pas le calculer directement. En revanche, on peut utiliser la formule des probabilités totales. Donc, P de A, c'est la probabilité H1 que l'article a été fabriqué par la machine 1, multiplié par la probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il a été fabriqué par la machine 1. Ensuite, plus probabilité que, donc ici c'est 2, et de H2, probabilité que l'article a été fabriqué par la machine 2, multiplié par la probabilité que l'article soit défectueux, sachant qu'il a été fabriqué par la machine 2. Plus probabilité que l'article a été fabriqué par la machine 3, par la probabilité que l'article soit défectueux, sachant qu'il a été fabriqué par la machine 3. Bon, ensuite, c'est une simple application numérique. P de H1, c'est 0,25. P de A, sachant H1, c'est 5%. P de H2, c'est 0,35. 0,04 pour P de A, sachant H2. Et même chose pour 3. On peut donner d'autres exemples où l'accès à une base de données, donc on a un utilisateur d'une même base de données qui souhaite accéder à une même donnée. Le premier qui accède met un verrou pour la bloquer et les autres ne peuvent plus accéder jusqu'à sa libération. On s'intéresse à la probabilité que la donnée soit verrouillée. On continue les probabilités qu'on appelle a priori P de HI, probabilité que la donnée soit sollicitée par le IM utilisateur. Pour chaque utilisateur, on connaît P de A sachant HI, la probabilité que la donnée soit verrouillée par le IM utilisateur. Et donc, c'est l'application de la formule des probabilités totales.
Alors, il y a ce qu'on appelle l'arbre des probabilités qui permet de visualiser avec un graphe toutes les différentes possibilités. Une sorte de résumé de la situation probabiliste. Donc les sommets du graphe représentent des événements possibles. Un arc ou branche d'une graphe correspond à une éventualité possible et pondérée par la probabilité de réalisation de l'éventualité. Voilà, on va voir ça. Si je prends l'événement certain, c'est A union le complémentaire. C'est-à-dire P de A plus P de A bar, c'est 1. La probabilité d'événement certain. Donc, on va distinguer entre A et A bar. Alors, on peut avoir P de B sachant A. Donc, si je fais le produit, ça va me donner A inter B. P de B bar sachant A. Alors ici, B bar, B bar, c'est les différentes... Et voilà, ça va me donner A inter B. Ici, A inter B bar, A bar inter B, A bar inter B bar. C'est les différentes possibilités qui peuvent se produire. C'est-à-dire soit A et B se réalisent simultanément, soit A se réalise mais c'est le contraire de B, soit A bar et B, soit les contraires de A et B qui se réalisent. Donc chaque chemin correspond à l'intersection des événements rencontrés. On affecte à un chemin donné une probabilité égale au produit des probabilités rencontrées. C'est-à-dire que P de A et B, c'est P de A multiplié par P de B sachant A. P de A inter B bar, c'est P de A multiplié par P de B bar sachant A, etc. Par exemple, on prend le modèle des boules. Donc, une urne contient 6 boules blanches et 4 noires. On tire au hasard 2 boules successivement et sans remise. Dans l'espace des événements élémentaires, c'est le suivant. Donc, soit les 2 boules sont blanches, soit une est blanche, la première et la seconde noire, soit la première noire, la seconde blanche, soit les 2 sont noirs. Alors, si on appelle P de BI NI pour les noirs, la IM boule tirée est blanche, respectivement noire. Les probabilités correspondant au graphe, on peut voir que B1, voilà, B1, la première, B1, c'est la première boule tirée est blanche. Donc, on a 2 possibilités. La première est blanche, bien sûr, et la deuxième, elle est soit blanche, soit noire. N1, la première est noire, et donc, soit la deuxième est blanche, soit elle est noire, etc. Les événements de oméga ne sont pas équiprobables. Donc, P de B1, c'est 6 sur 10. P de N1, c'est 4 sur 10. Il y a 6 blanches, 4 noires. P de B2, sachant B1, 5 neuvièmes. Ça, si on fait puisque si la première est blanche, il reste 9 boules dans l'urne, dont 5 blanches. P de N2, sachant B1, c'est 4 neuvièmes, puisque si la première est blanche,
il reste toujours 4 noirs dans l'urne, mais 9 au total, etc. Et donc, voici l'arbre des probabilités. Donc, vous mettez chaque arc, on va le pondérer avec la probabilité correspondante. Ça, c'est P de A bar, etc. Et ensuite, on fait la multiplication. Et ici, on peut le vérifier directement. Donc, je vous enverrai ça. Ça pourra vous servir en guise d'exercice. Ensuite, une autre formule importante qu'on appelle la formule des causes ou de Bayes. Donc, dans les conditions de la formule des probabilités totales, donc cette fois-ci, on s'intéresse au calcul de P de HI sachant A. C'est-à-dire, sachant que l'événement A s'est réalisé, quelle est l'hypothèse qui a réalisé cet événement? Et donc, voici comment on peut l'écrire. C'est P de HI multiplié par P de A sachant HI sur la somme. La somme, cette somme-là, en fait, c'est P de A. C'est-à-dire, j'aurais pu écrire, en fait, c'est... Je vais... En fait, c'est P de A. Donc, on l'appelle parfois le théorème des causes ou des hypothèses. Si, voilà, c'est expliqué ici. Si l'événement A, il peut être causé soit par l'hypothèse H1, soit par H2, soit par H1. Hein, c'est comme tout à l'heure, le fait que l'article soit défectueux, c'est soit parce qu'il a été fabriqué par la machine 1, soit par la machine 2, soit par la machine 1. Donc ici, par exemple, HI, on avait l'article est fabriqué par la machine 1, sachant qu'il est défectueux. Donc, sachant qu'un article est défectueux, quelle est la probabilité pour qu'il ait été fabriqué par la machine I? Donc, les P de Hn, H1 sachant A, Hn sachant A, on les appelle probabilités a posteriori. Contrairement aux probabilités H1, Hn, qui sont les probabilités a priori, initiales. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, la probabilité pour qu'un article défectueux soit produit par la première machine, ça va être P de H1 sachant A, c'est P de H1, 0,25, P de A sachant H1, c'est 0,05, et P de A, on l'a calculé, c'était 0,0345. Voilà. Même chose pour H2. Bon, ça, c'est pas important. Bon, c'est-à-dire pour... voilà, donc pour ça, il reste combien? Il reste juste 7 minutes. Donc, je ne vais pas aborder un autre chapitre, mais je vous montre quand même ce qu'on va voir par la suite. Ça sera la notion de variable
aléatoires. Donc, c'est un peu comme les variables statistiques, mais ici, c'est a priori. Donc, même chose, on verra, il y aura des variables. C'est comme, par exemple, pour le lancer d'une pièce, on peut lui associer ce qu'on appelle une variable aléatoire, x, qui prend la valeur 0 si c'est pile, et qui prend la valeur 1 si c'est face. Si je lance un dé, je peux prendre la variable x égale 1, 2 jusqu'à 6. Donc on verra que on va définir ce qu'on appelle les lois de probabilité d'une variable aléatoire. L'avantage, c'est que la loi de probabilité de la variable ne va pas dépendre de l'espace oméga. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, les probabilités associées à un événement. Ce qui importe, ce sera les valeurs de la variable, les valeurs possibles. Donc, par exemple, dans le lancer du dé, lorsque je prends... Bon, ce n'est pas un bon exemple que je donne, parce que ici, les événements correspondent aux valeurs de la variable. Donc, mais en général, dans beaucoup d'expériences, on va simplifier le problème en ne s'occupant pas des oméga, mais uniquement des valeurs prises par la variable. Donc, en fait, on simplifie beaucoup le problème. Voilà, il reste 5 minutes, donc je prends des questions s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut arrêter là. Monsieur, tu peux Oui, je vais l'envoyer tout de suite. Je vais l'envoyer tout de suite, pour ne pas oublier. la science les fêtes. Qui fait? La science les fêtes. C'est le même fichier. Ah, le même, ça. C'est le même fichier. D'accord. Donc, je vous l'envoie tout de suite. D'accord, monsieur. Sahab, bonne journée. Merci, Bon monsieur. week-end. Bon week-end. Merci. Bon week-end à vous.